Bienvenue à l'Hebdo 4. Voici ce qu'on a pour vous autres cette semaine. D'abord, on revient sur les dernières élections municipales dans la région. On est allé à la rencontre de Jacques Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Annick Lepage nous parle de la journée en santé mentale. Nous sommes déplacés aux locaux de l'OCPAC. On est allé à la rencontre de David Thibault, préventionniste incendie à la MRC Bonaventure. Roch Audet revient sur le projet du nouvel Aréna et de Simaventure. Et finalement, c'est le retour du froid et c'est le retour également du hockey mineur, bien sûr. On en discutera. Bonne semaine, content de vous retrouver. J'espère que ça va bien. Ça a fait jaser les élections municipales dans la région qui se présentent. Là, on l'a ici et on en discute à l'instant. Donc, si vous êtes dans le secteur de Saint-Godefroy, la lutte se fera donc contre Gérard Raymond-Blais et Jonathan Grenier. Les gens de Port-Daniel-Gascon, une lutte à 3 avec Maurice Anglehart, Henri Grenier et Jean-Marc McInnis. Les gens de Chandler, Louisette Langlois se représentent contre Gilles Darèche. À Bonaventure, lutte à 3, oui, avec Roch Audet, Bernard Babin et Caroline Duchesne. Les gens de Hopetown entre Linda McWhirter et Lisa-Marie McWhirter. À Saint-Ézéard, Marie-Louis Bourdage et Raymond Marcoux s'affronteront. Les gens de Chigawake, Dunzil, John Ross et Colette Dow sont affichés comme maires. À Caplan, Doris Boissonneau et Lise Castillo se présentent donc à la mairie. Les gens de Saint-Siméon, Denis Drouin et Denis Gauthier. Alors, ça sera une lutte à la Denis cette année. À Saint-Alphonse, Gérard Porlier et Bertin Saint-Onge sont en tête donc du poste à la mairie. Et finalement, à Passepébiac, Régent Bastien, Frédéric de la Rosebille et Kamel Edine Abish sont donc les 3 candidats du côté de la mairie de Passepébiac. Bien sûr, on suivra ça le 5 novembre au soir. Ça va être une soirée avec beaucoup d'émotions. Et je vous rappelle que Télévague vous présente une émission spéciale sur les élections municipales au cours des prochaines semaines. Alors, surveillez ça. Outre ça, vous savez que les centres d'action bénévole sont toujours en manque de personnel, mais offrent également toujours plusieurs services. Et on est allé à la rencontre de Jacques Langelier qui nous parle du service d'information aux aînés et du service du comptoir vestimentaire. On regarde. Lors d'une dernière entrevue, on avait parlé de deux des services qui est quand même très important, mais il y en a plusieurs quand même que vous offrez, dont le service d'information aux aînés. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, service d'information aux aînés, j'espère que les gens ne s'en rappelleront pas parce qu'on appelait ça Carrefour d'information aux aînés. Puis des fois, ça mêle plus les gens que d'autres choses, mais dans le fond, je ne sais pas pourquoi ils l'ont changé, ça, je ne peux pas t'expliquer ça, mais dans le fond, c'est les mêmes services. Le service d'information aux aînés, là, c'est pour aider des personnes qui ont de la difficulté souvent à rejoindre des services gouvernementaux. Dans le fond, ça se veut une aide à la personne. Nous autres, on n'est pas là pour faire le travail à la place. Il y a des bénévoles, il y a des membres du personnel qui sont formés à cet effet-là. Alors, les gens nous appellent ou les gens nous visitent, ça dépend de s'ils sont au courant du service, que le service existe ici. S'ils disent « oui, je suis au courant qu'il existe, mais sauf que moi, je ne peux pas me rendre chez vous pour telle raison, à ce moment-là, on va à domicile. » Fait qu'on va les aider à avoir l'information dont ces gens-là ont besoin. On n'est pas là pour faire à la place de la personne. On est là pour l'aider de façon à ce que la prochaine fois, moi, j'ai pu intervenir. Cette personne-là est autonome. Un autre service que vous offrez aussi, c'est le comptoir vestimentaire. Oui, le comptoir vestimentaire, c'est très important. Ça a pris de l'ampleur, c'est extraordinaire. On a commencé, en tout cas, les débuts, c'était des boîtes où on fouillait dedans. Aujourd'hui, pour faire une histoire courte, on a tout le comptoir. Le comptoir vestimentaire s'étend sur l'ensemble du sous-sol du Centre d'action bénévole et c'est pas peu dire. C'est très grand, c'est très bien aménagé. Il y a des bénévoles qui travaillent là-dedans de façon excellente, du personnel payé aussi. Les gens sont d'une générosité avec nous autres. Et en plus, la nouveauté, on a ce qu'on appelle un conteneur, une chute de linge si on veut. Alors ça, c'est complètement en arrière du Centre d'action bénévole. Les personnes, au lieu de laisser ça en avant ou en arrière, puis on perdait tout ça, à ce moment-là, les gens vont jeter ça dans la chute de linge. C'est sûr qu'il y a 2 fonctionnements au niveau de comptoir vestimentaire. Il y a 3 jours qu'on appelle des rendez-vous pour les personnes à faible revenu. Ça, on a toujours eu ça, on le garde encore. On trouve que ça répond aux besoins de certaines personnes. À ce moment-là, ça marche par rendez-vous confidentiel.
on leur donne un rendez-vous. À ce moment-là, ils sont en bas au comptoir vestimentaire avec une personne. Donc, il n'y a personne qui voit cette personne-là. Elle a 1 heure pour faire son magasinage, comme on dit. Puis quand elle sort du centre d'action bénévole, l'autre rendez-vous ne la rencontre pas. Alors ça, c'est 4 $ par adulte, 2 $ par enfant. Et il y a toujours quelqu'un en bas pour l'aider à faire le choix des vêtements. La deuxième façon de procéder, puis ça, les gens qui nous donnent du linge sont très au courant de ça, on va vendre au morceau. C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde vient le mardi puis le jeudi. S'il veut 2 vestes, on lui donne 2 vestes. Mais on s'assure qu'on a du linge aussi pour les gens à faible revenu. On ne donnera pas à large de même. Fait que les argents qu'on va aller ramasser vont être réinjectés dans les services. Ça veut dire que moi, si j'ai une liste d'attente au niveau de la popote roulante, à ce moment-là, je vais pouvoir réinjecter de l'argent, appeler M. X et dire, regarde, vous étiez sur la liste d'attente, maintenant je peux vous offrir le service parce que j'ai l'argent pour. Fait que cet argent-là, dans le fond, elle sert à faire tourner l'ensemble des services. Le recrutement de bénévoles, je pense que je l'ai dit et je le redis, je vais le redire aussi souvent que c'est possible. Nous autres, c'est une préoccupation qui est quotidienne. Parce que les bénévoles sont l'âme, c'est une âme, les bénévoles d'abord, puis c'est l'âme numéro 1 du Centre d'action bénévole. Et de beaucoup d'organismes, si on regarde la MRC Roche-Versée, il y a beaucoup d'organismes qui vont fonctionner à plein, parce qu'il y a des bénévoles qui se greffent autour de ça. Alors, nous autres, on dit 2 choses. On dit d'abord, si vous êtes intéressé à faire du bénévolat, il n'y a pas juste, on entend parler d'accompagnement médical, de popote roulante. Oui, on en a besoin. Mais il y a de l'impôt, des déclarations d'impôt qui se soient. Il y a un comptoir vestimentaire, il faut qu'il roule. Il y a un comptoir alimentaire, il faut qu'il roule. Il y a des visites amicales, il faut qu'ils se fassent, etc., etc. Alors, 2 choses importantes. Le bénévole choisit l'action de son choix. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il y a des avantages à faire partie du Centre d'action bénévole. Il y a beaucoup d'activités au cours de l'année. Il y a des dîners, il y a des déjeuners, il y a des soupers, il y a des activités récréatives. Il y a la semaine de l'action bénévole, il y a le repas de Noël, il y a la Saint-Valentin, il y a des dîners hot dog, il y a des sorties, etc., etc., etc. Donc, il n'y a pas juste le fait que je me réalise bénévolement dans des actions de mon choix, mais je fais aussi d'une pierre 2 coups, je vais m'assurer d'une belle vie bénévole aussi. Je vais développer un sentiment d'appartenance au Centre d'action bénévole, puis je vais juste vivre du beau. Les personnes intéressées communiquent avec vous? Oui, au 689-6023, où ils viennent nous voir, qu'ils ne gênent pas, le Centre d'action bénévole de plus en plus connu et reconnu, 390 René Lévesque à Chandler. On va ouvrir les bras pour les accueillir. Mardi se tenait la Journée mondiale de la santé mentale et je suis allé à la rencontre d'Annick Lepage de l'organisme Droit et recours. On écoute. Annick, mardi, c'était la Journée mondiale de la santé mentale. Oui, effectivement. Alors, la Journée mondiale de la santé mentale, c'est comme un moment vraiment de faire la promotion du respect des droits des personnes, d'avoir un équilibre mental. Puis nous, spécifiquement, par rapport à ça, au Québec, ce qu'on a décidé, enfin déjà en 2013, c'est d'en faire une journée québécoise, c'est-à-dire la journée de l'alternative en santé mentale au Québec. Donc, on est à la 5e année, on était à la 5e année mardi passé, dans lequel il y a eu plusieurs activités un peu partout à l'intérieur des ressources alternatives en santé mentale du Québec, dont nous faisons partie en Gaspésie. Qu'est-ce qui s'est passé mardi, au juste? En fait, ma collègue est allée faire des activités un peu partout dans les groupes communautaires au niveau de l'alternative. Et moi, ce que j'ai envie de vous parler, c'est plus de l'alternative, des différentes approches. Vous savez, au niveau de la santé mentale, les gens, souvent, quand ils entendent santé mentale, ils entendent maladie mentale. Et il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça. Il y a l'approche biomédicale. Donc, toute la gang de psychiatres, pour eux, ils considèrent que quelqu'un qui a une problématique de maladie mentale, c'est quelqu'un qui a un dérèglement biochimique au cerveau. Par exemple, ils considèrent que si je suis dépressif, donc j'ai des symptômes de dépression, c'est parce que j'ai un manque de sérotonine et ils vont compenser par la prise de psychotropes pour pouvoir augmenter mon niveau de sérotonine et ça s'explique de cette façon-là. Cette problématique-là, elle est encore maximisée par les compagnies pharmaceutiques avec tout le pouvoir lobbying pour pouvoir justement diagnostiquer au gré des vents de plus en plus pour vendre ces produits pharmaceutiques-là. Nous, au niveau de l'alternative, on a une hypothèse qui est davantage psychosociale. C'est qu'on se dit la personne qui a une problématique de santé mentale et non pas de maladie, c'est qu'elle a peut-être une histoire. Donc, j'ai une histoire, pourquoi en faire une maladie tant que ça? Ce qu'on se dit, c'est que cette personne-là, quand elle nous raconte son histoire, elle a peut-être vécu de l'abus dans l'enfance, elle a peut-être été harcelée au niveau du travail, peut-être qu'elle a des conséquences au niveau des stress économiques, elle vit du harcèlement au niveau du travail. Donc, quand on écoute, on est à l'accueil
de cette histoire-là, bien, on se dit, il y a bien des raisons qu'il y ait des explosions, puis il y a des dérèglements à un moment donné à l'intérieur de la personne. Et ça explique la situation. Donc, c'est plein de conditions socio-économiques qui font en sorte que, et puis ça se passe pas juste dans le cerveau. Et même les tenants de l'alternative, là, ils considèrent qu'effectivement, quand on a ces souffrances mentales-là, effectivement, ça peut avoir des échos dans le corps et donc aussi dans le cerveau. Sauf que dans ce contexte-là, on se dit que ben, c'est pas parce que le corps y est atteint qui est nécessairement la cause de la problématique. Puis on se dit que si on l'accueille dans ces souffrances-là, dans toute sa totalité, dans toute son histoire, dans tout ce qu'elle est, par rapport à ses parcours, à ses défis, ben on cherche avec elle à identifier des façons d'atteindre une vie un peu plus équilibrée. Donc, on accueille ça, puis on dit à partir de moment, on fait quoi pour régulariser la situation. Fait que c'est comme une approche qui est différente. Les gens, en général, ils nous connaissent peu, nous connaissent pas. Donc, je parle de tous les organismes communautaires. En santé mentale, en Gaspésie, on est quand même 9 organisations étant membres de l'alternative, pratiquant de l'alternative. Et souvent, les gens, ils nous consultent pas en disant que ce sont des espaces pour les fous, alors que c'est pas le cas. C'est un endroit où on peut aller justement atteindre des objectifs, regarder ce qui va pas, puis se dépasser comme être humain. C'est-tu encore tabou, ça, la maladie mentale, la santé mentale en 2017? Malheureusement, oui. Mais Pourquoi? puis on va en parler. Pourquoi? J'ai plein d'hypothèses, mais ça serait beaucoup plus long pour l'entrevue que nous avons. Écoutez, faut en parler. Il y a des chercheurs qui confirment que plus de 80% des personnes seront atteintes. Et s'ils ne sont pas atteints, ils connaissent manifestement quelqu'un dans leur entourage qui ont été victimes ou qui ont été atteints de ça. Alors, tout le monde est touché par la situation. Et plus on va en parler, plus on va travailler sur les préjugés au niveau du tabou. En Gaspésie, y a-t-il une statistique? En Gaspésie, combien il y a de personnes atteintes de santé mentale? Au Québec, on parle de 3 sur 5 encore maintenant, mais je pense personnellement que ça va être 5 sur 5. On a tous eu à un moment donné, à Gaspésie, au Québec, en Amérique du Nord, troubles du sommeil, anxiété de tout ordre. On a tous des petits symptômes à un moment donné dans le corps. Connaissez-vous LocPac, leur mission, leur service offert? Eh bien, Cindy Bugeaud est venue plus tôt cette semaine en studio nous expliquer qu'est-ce que c'est LocPac. Qu'est-ce que LocPac? C'est l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Alors, on existe depuis 1984 et nous faisons partie, en fait, l'organisme dessert tout le territoire de la Gaspésie. Et ce qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est un peu les formes de soutien. La mission de LocPac, globalement, en fait, c'est de contribuer au mieux-être des personnes atteintes de cancer et des proches également. Les gens qui veulent avoir de l'information au niveau du cancer, vous pouvez nous contacter aussi n'importe quand. Nos bureaux sont situés à Maria et on a un autre bureau aussi à Sainte-Anne-des-Monts et à Gaspé. Alors, je vais donner les numéros tout à l'heure. L'approche de LocPac, en fait, c'est vraiment que la personne est au cœur propre de sa guérison. Et on essaie vraiment d'aller soutenir cette personne-là, essayer de voir aussi qu'il y a une prise en charge pour que la personne vive le mieux possible son quotidien face à cette étape difficile de la maladie. Alors, vraiment, ce qu'on veut à LocPac, c'est d'accompagner et de soutenir moralement les gens qui sont aux prises avec cette terrible maladie. Donc, c'est sûr que les personnes atteintes, il y a les personnes atteintes d'un côté, mais il y a les proches aussi de l'autre côté. Alors, on essaie vraiment de rencontrer ces gens-là, soit au niveau individuel, au niveau de nos activités aussi. Alors, c'est important si vous voulez nous appeler. Vous n'êtes pas tout seul à vivre cette situation-là. Alors, soutien, accompagnement, c'est général, c'est gros, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on fait vraiment plus spécifiquement? C'est vraiment de l'écoute, du support, de l'information aussi. Et c'est durant toutes les étapes de la maladie. Donc, aussitôt qu'on a l'annonce du diagnostic, même en attente de l'annonce. Ensuite, les gens qui sont en rémission, les gens en soins palliatifs en fin de vie. Suivi de deuil également, si jamais il y a lieu. Il y a beaucoup de références qui se font aussi. Si jamais c'est des services que nous, on ne peut pas desservir à LocPac, alors on vérifie avec d'autres organisations, d'autres organismes, d'autres instances, vraiment pour que la personne sache où aller, à quelle porte frapper. Alors, c'est vraiment... on est un peu comme une boussole pour les gens pour essayer vraiment d'aller chercher tous les services que la personne a besoin.
On a un beau centre de documentation aussi à LogPac au niveau de livres, autant au niveau du cancer, mais au niveau aussi des émotions, au niveau du cheminement personnel, au niveau de trucs efficaces pour mieux vivre. Et aussi, on a des CD de relaxation, des DVD de visualisation, d'exercices. On a aussi du jumelage pour les personnes qui vivent un cancer, qui voudraient parler à d'autres personnes qui ont vécu un petit peu les mêmes choses qu'eux pour les rassurer dans ce qu'ils vivent. Prêt de prothèses capillaires aussi, des perruques, on en a presque une centaine à LogPac qu'on peut prêter gratuitement. Tous les services à LogPac sont gratuits, donc c'est bon de le dire. Et on donne aussi des parures de tête, des foulards, on fait des prêts de chapeaux. On donne aussi des prothèses mammaires temporaires quand les femmes ont eu une mastectomie après un cancer du sein. On peut aussi regarder au niveau des formulaires, l'aide aux formulaires, des fois faire une demande au niveau de l'aide sociale, au niveau de la Régie des rentes invalidité, des demandes d'aide financière au niveau des fondations. On vous accompagne là-dedans également. Alors, activités thématiques, on offre des conférences, des journées mieux-être pour les femmes touchées par la maladie, des belles journées chouchou, des cafés-rencontres, des causeries mensuelles qui sont très prisées aussi à LogPac. C'est vraiment une causerie mensuelle une fois par mois à travers tout le territoire gaspésien. Et beaucoup d'informations, sensibilisation. Donc, vous voyez que le service est vraiment large. On offre beaucoup de services à LogPac et on y va vraiment avec les besoins de la personne. Alors, ce qui est important, c'est que vous communiquez avec nous. Souvent, c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire, mais un coup que c'est fait, c'est vraiment libérateur et on essaie de vous enlever vraiment un poids sur les épaules. Donc, n'hésitez pas à téléphoner et on va essayer de vous guider du mieux qu'on peut pour que vous passiez à travers votre guérison. Alors, merci de nous appeler. Je vous répète les numéros de téléphone. En fait, c'est le 418-759-5050 à Maria. Et sinon, on a un numéro sans frais qui est le 1-888-924-5050. Alors, au plaisir de vous parler. Cette semaine se tenait la semaine de prévention des incendies sous le thème « La prévention, c'est bon ». C'est dans la cuisine que ça se passe et on est allé à la rencontre de David Thibault, préventionniste en incendie pour la MRC Bonaventure, qui nous donne quelques conseils concernant les avertisseurs de fumée. Premièrement, des avertisseurs de fumée, ça a des dates d'expiration. Ça dure juste 10 ans. Donc, tous les avertisseurs de fumée neufs, aujourd'hui, il y a une date de fabrication située à l'arrière. Donc, on rajoute 10 ans. Donc, lui a été fabriqué le 1er août 2017. Donc, le 1er août 2027, il va être expiré. Donc, si on se pose la question chez nous, si l'avertisseur de fumée est encore bonne, bien évidemment, si c'est un vieux, il est jauni, puis on ne se rappelle pas de c'est quand qu'on l'a posé, bien, normalement, il est expiré. Okay? Deuxième chose, au niveau des batteries. Donc, les batteries, on dit tout le temps de les changer 2 fois par année, quand on va changer l'heure. Sinon, ils vendent des batteries au lithium qui sont bons jusqu'à 10 ans. Aujourd'hui, on trouve sur le marché des avertisseurs de fumée qui sont scellés, avec une batterie au lithium dedans, qu'on peut acheter. Et c'est bon 10 ans, on ne change pas la pile. L'avantage 2 fois par année, c'est qu'on va venir faire son entretien entre guillemets et ça nous rappelle qui est là, puis qu'il y a quelqu'un qui nous surveille. Quand on va changer la batterie, ce qu'on va faire, donc en fait, c'est une petite plaque qui est vissée au plafond et c'est juste un quart de tour avec les petits crochets ici pour venir le fixer au plafond. Donc c'est juste un quart de tour pour l'enlever. Ensuite, normalement, il y a une petite étiquette pour enlever la pile qui est à l'intérieur et on vient tout simplement la changer par la suite. Il y a un petit morceau de plastique rouge ici, c'est super important de la garder abaissée quand on va installer la pile à l'intérieur. Quand on va installer la pile, on va s'assurer que notre avertisseur de fumée est fonctionnel. Donc, on va venir peser sur le piton. Ça va faire l'alarme. Donc, on sait qu'il est fonctionnel. S'il y a beaucoup de poussière, ce qu'on peut faire, c'est juste l'essuyer. Ou sinon, ce que les gens peuvent faire aussi, c'est juste prendre un aspirateur, puis aspirer dessus, puis ça va venir nettoyer à l'intérieur de notre capsule ici. Donc, souvent, ceux qui chauffent au poêle à bois, qui ont des avertisseurs de fumée dans le sol, c'est eux autres qui sont à risque d'être un petit peu plus poussiéreux, qu'il va falloir venir enlever la poussière pour que le capteur soit clair en tout temps. Le commentaire que j'entends le plus souvent au niveau des avertisseurs de fumée, c'est qu'ils sonnent pour rien. Okay? Ça, c'est important. Il y a 2 styles ou 2 sortes d'avertisseurs de fumée sur le marché. Donc, ceux qu'on va trouver à 95% du temps, c'est ce qu'on appelle la ionisation.
Donc, les avertisseurs de fumée à ionisation, eux autres, sont moins dispendieux et c'est ceux qu'on va trouver beaucoup plus sur le marché. L'autre qu'on va trouver sur le marché, c'est ce qu'on appelle photoélectrique. Donc, photoélectrique, c'est fait pour des plus grosses particules de fumée et il est beaucoup moins sensible. Donc, on va considérer le photoélectrique comme un avertisseur de fumée qu'on va installer dans des endroits, justement, où on va chauffer au bois, qui risque d'avoir de la fumée quand on va venir ouvrir la porte, ou près des cuisines et des douches puis des salles de bain. Donc, les gens, normalement, ils ne savent pas ça. Donc, quand ils arrivent dans un magasin, dans la rangée d'avertisseurs de fumée, il y a 25 sortes. Donc, c'est super important de regarder si c'est inscrit ionisation ou photoélectrique. Photoélectrique, encore là, pour la cuisine et pour les sols qu'on va chauffer au bois, sont beaucoup moins sensibles. L'autre chose qu'on peut faire pour désensibiliser un petit peu notre avertisseur de fumée qu'on a déjà chez nous, s'il sonne trop souvent, c'est au lieu de l'apposer sur le plafond, on va le mettre sur le mur à 12 pouces. Donc ça va faire en sorte que ça prend vraiment une accumulation de fumée, mais de la vraie fumée pour la faire sonner. Tandis que quand il est au plafond, il va venir capter toujours la petite fumée qu'on peut avoir quand on ouvre notre four ou notre poêle à bois. Donc s'il y en a déjà un à la maison et on ne va pas investir dans un nouveau parce qu'il est encore bon, tout simplement l'apposer contre le mur à 12 pouces du plafond et ça va le désensibiliser. Il va encore fonctionner lors d'un incendie, mais on va avoir beaucoup de moins de fausses alarmes. Dans une résidence, on devrait avoir un avertisseur de fumée par étage, incluant le sous-sol s'il est habité et chauffé. Idéalement, si vous avez des enfants à la maison, mettre un avertisseur de fumée dans chaque chambre des enfants. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on risque de fermer les portes pour les enfants quand ça dort. Donc, idéalement, c'est d'en avoir un par étage, donc dans le passage, et en avoir un individuel dans chacun des chambres des enfants. Et ou des parents aussi, là, c'est une bonne idée. Il y a des projets dans l'air à Bonaventure, entre autres celui de l'Arena. Est-ce qu'on en construit un neuf? On le rénove? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on est allé à la rencontre de Roch Audet. La semaine dernière, à notre dernière séance publique qui s'est tenue avec le conseil actuel, on a pris une résolution d'autoriser notre directeur général à faire transférer, on va faire une demande à tout le moins au gouvernement provincial et fédéral pour transférer le projet de rénovation vers un projet de construction neuve. On a fait faire des études par une firme d'architectes qui nous amenait au même coût de projet. Donc, il y avait un coût de projet d'identifié à 8 150 000. Puis, on arrive à un petit peu moins que ce montant-là pour le coût de projet. Donc, il faut se rappeler aussi que l'Arena, on a déposé une demande d'aide financière au Fonds Petite Collectivité, qui est un programme fédéral-provincial, qui paye aux 2 tiers, en fin de compte, le coût de construction de l'infrastructure. Puis, dans les discussions qu'on avait eues avec les différents paliers gouvernementaux, il ne devrait pas avoir de problématique d'aller pour le même montant vers une construction neuve. Ça devrait être acceptable et accepté de la part des différents paliers. Donc, nous, on a soumis ça tout au comité de travail, parce qu'il y a un comité de travail de citoyens, un comité citoyen qui est sur place, de l'ensemble des usagers de l'Arena, et certaines personnes aussi autres que des usagers. Puis, le comité était favorable à ce qu'on poursuive vers une demande de transférer vers la construction neuve. Donc, il y a une logique quand même à tout ça. C'est, au lieu de rester avec des équipements quand même vieux, on s'en allait vers quoi tout à fait flambant neuf, puis qui pourrait avoir une durée de vie, on estime à 40-50 ans encore, au lieu d'une durée de vie de une vingtaine d'années. Donc, il y avait une logique en arrière de tout ça. Puis aussi, on a eu une belle comparaison. En fait, il y a un beau projet qui s'est réalisé dans la baie des Chaleurs à Passaibiac pour un montant équivalent à 8 200 000. Donc, pour nous, ce serait une infrastructure un petit peu moindre que ce que Passaibiac a actuellement, en termes de superficie et d'espace. Donc, on devrait arriver à ce qu'on s'attend à des prix inférieurs à 8 millions. Et quant à être avec Roch Audet, il fallait bien parler de ce projet de tyrolienne de Simaventure. Simaventure est venu nous faire une présentation de leur projet de développement. Je vous dirais qu'il y avait un petit peu plus que la tyrolienne à l'intérieur de ces projets-là. Ils nous donnaient un petit peu leur vision de développement dans les prochaines années. On a rencontré aussi, à leur demande, un comité citoyen de résidents de la pointe du chemin, ce qu'on appelle le chemin Athanas, en fait, qui est chez Simaventure. Puis, il y avait des questionnements, ces citoyens-là, à savoir est-ce que leur territoire pouvait être menacé par du commercial.
Nous, ici, initialement, en 2015-2016, on avait fait une analyse sommaire, je vous dirais, mais quand même une bonne analyse des opportunités de développement résidentiel dans des lieux, soit de villégiature, dans les milieux urbains ou en périphérie du milieu urbain. Puis ce secteur-là était ressorti quand même assez favorable à des projets domiciliaires, un potentiel en fin de compte de développement résidentiel dans ce secteur-là. Fait que tout ça combiné ensemble, on revoit un petit peu tout le volet du règlement de zonage. Puis, on voit que c'est pas nécessairement adapté à des nouvelles réalités. Fait qu'on a fait un avis de motion, on a adopté un projet de règlement qui limiterait ce secteur-là à du résidentiel, mais qui maintient des activités commerciales quand même assez importantes en termes de territoire. Donc, tout ça, c'est un peu la démarche qui est entreprise par la Ville. On a à cœur le développement de Simaventure. Ce n'est pas ça du tout. C'est pas mettre des bâtons dans les roues à Simaventure, nous autres. C'est nous assurer qu'on respecte quand même qu'on a une vision d'ensemble au niveau du développement de notre territoire. Puis un autre élément fort essentiel, c'est de préserver la richesse qu'on a à Bonaventure, qui est la rivière Bonaventure. Donc, en termes de qualité de ressources, on doit se positionner à ce niveau-là, puis on l'a fait. C'est le retour de l'automne, mais également du hockey mineur. Est-ce que votre enfant est inscrit à ce magnifique sport? Eh bien, on a trouvé chaussures à nos patins, comme on dit, et on est allé à la rencontre de Rénal Leblanc pour nous en parler. J'étais un gars d'ici. Le monde qui me connaît, j'ai joué senior quand j'étais en fin de run, si on peut dire en termes de joueur de hockey, mais j'ai joué semi-professionnel au hockey à Québec pendant mes 16 dernières années. Puis c'est ça, là-bas, j'avais mon école de hockey, j'enseignais partout, ainsi de suite. Puis je me dis, je descends chez nous, mon travail m'a emmené dans mon magnifique coin de pays. Puis je me suis dit, là, je voyais le déclin des joueurs de hockey, je voyais que... J'ai dit, garde, là, je m'en viens ici, j'instaure une philosophie qu'on trouve dans les grandes villes. Ici, les joueurs, là, il y a des excellents joueurs de hockey, il y a des excellents entraîneurs aussi. Okay? Des bonnes têtes de hockey, mais c'est justement ça, d'amener quelque chose de nouveau, puis justement ça, de venir encadrer les gens, de venir rencontrer des entraîneurs, puis de donner aux joueurs de hockey l'opportunité de connaître. Et s'ils ne connaissent pas le côté 3A ou le côté professionnel, je veux qu'ils l'aillent. Même si c'est du simple lettre, moi, du A, du B, du 3A, c'est simplement des lettres pour moi. Ce qui est important, c'est le joueur de hockey. Je suis venu spécialement pour eux, c'est ma passion, puis je veux leur donner le maximum d'enseignement pour le maximum de développement à ces jeunes-là. Là, je suis ici à Passaibiac, ils ont formé un club, et il manquait encore des jeunes, ils ont formé un club de Percy, Scacalaton, de midget 2B. J'ai dit, quelle belle opportunité d'avoir des... Parce qu'il y a des excellents joueurs. J'ai dit, quelle belle opportunité, justement, d'enseigner qu'est-ce que je sais. Pour justement ça, j'ai un objectif avec eux. Puis c'était aussi clair que moi, je veux la Coupe Dodge. Puis cette année, en plus, à Passaibiac, on a la Coupe Desjardins ici. Fait que je sais que les gens d'ici, d'où je viens, mais surtout de Passaibiac, je les connais. J'ai joué contre Passaibiac. Puis les gens qui vont voir ici, là, d'après moi, on n'entendra plus parler. Ici, Mikosma a gagné, là, le plafond va lever, si on peut dire. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de travail à faire pour promouvoir le hockey mineur? Oui, parce que là, comme je vous ai dit, il est comme en déclin un peu. OK, là, il y a des structures de sport-études de hockey, tout ce qui est excellent aussi. Mais dans la région ici, là, on va essayer d'amener ça, le sport-études, mais c'est pas tout de suite qui va emmener ça, là. Donc, qu'est-ce qu'on a présentement? Il faut fidéliser nos joueurs de hockey. Il faut dire, regarde, restez ici, on va vous donner le maximum d'enseignement, le maximum de développement que vous retrouvez dans les grandes villes. Vous n'êtes plus obligé de partir, là. Il y en a des fois, ça joue, ça, OK? Les parents sont ici, le travail, tout ça, le joueur, ils ont un excellent joueur, je suis prêt à partir à l'extérieur, tout ça. Des fois, oui, mais là, si on dit, mais ici, dans la région, mais vous allez avoir autant de joueurs hockey que l'autre bout, là. Puis on va jouer contre l'autre bout, puis on va aller les battre. C'est le développement va être là. Ce qui est important, oui, gagner, c'est le fun. Mais ce qui est important, pour moi, mon but premier, c'est le développement du joueur de hockey avant tout, là. C'est vraiment ça, ma mission, le développement du joueur de hockey. Si vous voir un gars ou une fille, comment est-ce qu'il se comporte dans la vraie vie, là, regardez comment est-ce qu'il va au hockey. Regardez comment est-ce qu'il se comporte sur glace, regardez comment est-ce qu'il se comporte en collectif avec ses amis, dans la chambre. Comment est-ce qu'ils sont... Mais ça, là, tu grandis avec ça, c'est une formation. Les Québécois, là, quand on dit qu'il y a une religion, là, de ce côté-là, c'est vrai. OK? Parce qu'on va se servir de cette opportunité-là, pour justement ça, d'encadrer nos jeunes, OK? Pour leur dire, regarde, un instant, là, oui, il y a beaucoup de mauvaises vies, si on peut dire des drogues et de la boisson. Là. Regardez, regarde, là. Il y a un autre chemin que vous pouvez prendre, les jeunes, là. Il y a un autre chemin où, regardez, on s'épanouit au hockey. Puis j'ai toujours dit, quand tu rentres dans une chambre de hockey, là, ça n'a pas de distance, là, OK? Ça n'a pas de religion, ça n'a pas de race, c'est unificateur. Mais pourquoi pas s'en servir et dire, regarde, là, on se met un gros smile là à la face, on vient jouer, on vient s'amuser. Puis on tend les parents. Les parents, là,
il y a un très grand rôle à jouer. Le hockey, là, c'est unificateur. Venez vous amuser. Oui, ça prend du challenge, ça prend des cris. Oui, on s'emporte. Soyez derrière vos enfants, soyez derrière vos entraîneurs, soyez derrière votre association. Puis arrêtez de dire qu'on paye pour jouer au hockey, puis on paye. Non, non. Changez le mot paye, changez le mot par on investit sur nos jeunes. On investit. N'oubliez pas que c'est des bénévoles, là. On investit sur nos jeunes. Lâchez pas les parents, je vous aime les joueurs. Puis tout le hockey de la Gaspésie, garde. Have fun pour s'amuser. Puis en terminant, comment vous trouvez le nouveau complexe sportif ici à Passepavien? Vous êtes chanceux. Wow, gars, je suis tellement fier de vous autres. Je suis tellement content. Puis ça prend ça. Si vous voulez que ça continue le hockey, là, ben, ça prend des bonnes infrastructures comme ça. Ça prend du monde qui investit. Ce qui a été fait ici, là, je suis heureux pour les gens de Passepavien. Mais les environs, tu vois, on en profite, nous, là. Puis c'est extraordinaire. On devrait continuer comme ça. Il faudrait que la Gaspésie serait toute avec des arénas neuves comme ça. Je suis vraiment fier pour votre région. Et je vous rappelle en terminant que Télévague vous présentera l'émission Élections municipales 2017 le 22 octobre prochain à compter de cette date-là. Et si vous avez un événement à nous transmettre, je vous invite à le faire via ces merveilleuses façons, téléphone, courriel, par Facebook et notre site web. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!